le mauvais moment à passer commence, essayons de comprendre. Bon, alors nous vivons dans un monde qui a des limites géométriques, j'ai envie de dire. Hein. La Terre, elle a un rayon ou un diamètre déterminé. Et puis sur cette Terre, il y a un certain nombre de ressources qui sont des stocks finis, ou alors des stocks qui se renouvellent, mais à une vitesse limitée. On a des capacités de régénération de la nature quand on la détruit, mais cette régénération, elle est limitée. On a des êtres humains qui vivent sur ce monde, mais également d'ailleurs d'autres êtres. Et eux-mêmes ont des limites à ce qu'ils sont capables d'encaisser, de tolérer. Donc il y a des limites, il y en a qui sont dures, il y en a qui sont plus molles, mais il y a des limites partout. Ensuite, on a un souci à partir du moment où certaines limites sont extrêmement importantes, dans le sens où il faut les respecter, et où on ne le fait pas. Alors que se passe-t-il? On va un petit peu explorer ça. Il y a des études assez célèbres, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, bien sûr. Ce sont des études qui sont des études de référence. Dans ce qui suit, je vais citer un certain nombre d'études scientifiques. Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un se met à agiter l'étendard de « oh, ce sont des études scientifiques » que ça prouve la scientificité de sa méthode. Alors, on peut à peu près aller chercher tout et n'importe quoi dans le corpus d'études scientifiques pour arriver à légitimer n'importe quel point de vue quasiment. Donc ça, c'est pas du tout une preuve. Donc moi, ce que je vous dis, après, si vous voulez vérifier, vous irez vérifier, c'est que je vais maintenant emprunter, je vais convoquer un certain nombre de champs disciplinaires différents, et dans ces champs disciplinaires, je vais prendre quelques études qui sont les études qui font le plus référence en la matière. Je ne suis pas allé chercher les études qui m'arrangent. Vous ne me croyez pas sur parole, je vous donne les infos, vous irez vérifier. Donc la première étude que je cite, c'est celle-ci, grande étude internationale d'experts du système Terre. Donc des experts, en tout cas internationaux, qui ont publié cette étude qui s'appelle les limites planétaires. Et les limites planétaires nous dit quoi, hein? Eh bien, ce sont déjà des scientifiques qui ont cherché à savoir quelles étaient les conditions de maintien de l'habitabilité de la planète Terre. Voilà, on parle quand même de choses très importantes, de choses même très graves. Ils se sont dit, ben voilà, pour maintenir cette habitabilité, quand on dit la planète Terre, entendons-nous tout de suite, hein, on se fout complètement de ce qui du métal en fusion qui est au milieu. Hein, on parle vraiment de la zone dans laquelle on vit. Quand je dis la planète, c'est la partie dans laquelle on vit. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais la planète, elle s'en sortira très bien, tout ça. » Non, peut-être la planète, c'est une boule au milieu de l'espace, elle va continuer à exister, ça c'est sûr. Mais est-ce que la zone de vie, elle, va continuer à être habitable? C'est une autre question. Donc aujourd'hui, les conditions d'habitabilité de la planète Terre, selon ces scientifiques-là, c'est qu'il y a 9 limites à ne pas dépasser. Et ensuite, ils ont étudié chacune des limites pour voir où on en était. Et sur ce schéma-là, on l'a représenté, évidemment, quand vous pouvez imaginer que si on est dans le cercle, que ça reste vert, c'est encore bon, et que si on dépasse et qu'on est dans l'orange, c'est qu'on est au-delà des limites. Comme vous, alors il y a 9 limites au total qui sont identifiées. Il y en a certaines qui sont découpées, ces trois-là, en 2 sous-limites. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, là, par exemple, c'est une première limite qui est dépassée, c'est le changement climatique. J'imagine que là-haut, au fond, c'est même pas la peine, vous n'arrivez pas à lire. Je lis pour vous. C'est le changement climatique. Oui, on a un petit souci de dérèglement du système climatique mondial. Voilà. Mais c'est pas tout, comme vous pouvez voir. Ici, par exemple, ce grand dérèglement-là, c'est l'érosion de la biodiversité. Ici, ce dérèglement-là, c'est la dégradation des sols. Et ça, par exemple, c'est les entités nouvelles. Ils appellent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on rajoute dans la nature, qui n'a pas à y être à la base. Les pollutions. Ça, ici, c'est les cycles biogéochimiques, avec 2 focus, un sur le cycle du phosphore, 2 sur le cycle de l'azote, qui sont des cycles extrêmement importants, vitaux, et qui sont totalement déréglés. Et ici, cette partie-là, ça a à voir avec le cycle de l'eau douce. Ici, le cycle de l'acidification, c'est pas un cycle. Ici, l'acidification des océans, ben, on est proche de la limite, d'après les experts. Et ici, ça, c'est une autre limite sur les aérosols, mais on ne sait pas si on l'a franchi ou pas, c'est juste qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur une manière consensuelle de quantifier tout ça. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 9 limites à ne surtout pas dépasser, et qu'on en a dépassé déjà au moins 6. Au moins 6. Peut-être 7 avec celle-là, puis peut-être bientôt une autre en plus avec celle-ci. Une autre étude, la grande accélération, publiée en 2015, nous explique que quand on regarde les activités humaines, il y a une accélération terrible depuis les 30 glorieuses. Le trait vertical que vous voyez sur tous les graphiques, c'est 1950.
depuis les 30 Glorieuses, une accélération à gauche, là en orange, des activités humaines et donc un certain nombre de flux d'énergie et de matière. Donc, par exemple, ici, on a la population urbaine, ici on a l'usage de l'énergie, ici on a la production l'utilisation de l'énergie, ici on a la conservation d'engrais, voilà, on a l'utilisation du papier, de l'eau, du papier, etc. Et à droite, en vert, nous avons des impacts que ça a sur le monde naturel. Et là aussi, vous voyez, grande accélération d'un certain nombre de choses. Donc ici, vous avez les concentrations en gaz atmosphérique, en gaz à effet de serre. Ici, vous avez par exemple l'acidification des océans, l'augmentation de la température de surface. Ici, vous avez l'accumulation de l'azote dans les zones côtières, la perte de forêts tropicales, etc. Voilà. Donc les activités humaines font boom, les impacts que ça a sur le monde naturel font boom. Troisième étude que je vais citer, une étude qui a 50 ans aujourd'hui, une étude que beaucoup d'entre vous, pas tous sans doute, mais dont beaucoup auront entendu parler, les Limits to Growth, les limites à la croissance, voilà, publiée dans sa forme originale en 72, et cette mise à jour-là, qui est la dernière en date, qui date maintenant d'il y a quand même bientôt 20 ans, puisque c'était en 2003. Je ne vais pas en parler énormément, c'est de la dynamique des systèmes, c'est compliqué. Cette étude, en tout cas, elle a été faite par des dynamiciens des systèmes qui ont essayé de modéliser l'humanité sur la planète Terre, autant dire que c'est absolument immodélisable, et que donc ils ont fait des choses extrêmement simples, extrêmement simplistes, pourrait-on dire, et pourtant 50 ans plus tard, ça force le respect, parce qu'ils ont bien su prédire un certain nombre de choses qui allaient se passer. Alors prédire, c'est peut-être pas le bon mot, parce que leur but, c'est pas de faire de la prédiction, justement, mais juste, avec le recul, on se rend compte que certains de leurs scénarios, parce qu'il y en a 13 au final qu'ils ont évalué, certains de leurs scénarios collent très près à la manière dont les données qu'ils ont choisies ont évolué pour de vrai dans le monde réel depuis maintenant une cinquantaine d'années. Alors, rentrons pas dans tous les détails, surtout que ce ne sont pas, une fois de plus, des prévisions, c'est juste un modèle qui permet d'évaluer si on recycle tous les métaux ou toutes les ressources, ça donne quoi en sortie, ça donne quoi, comment le système se comporte, comment il évalue, si on augmente par exemple la consommation d'énergie, de temps, alors qu'est-ce qui se passe? Si on diminue la consommation, alors qu'est-ce qui se passe? Si la population augmente de temps, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait des hypothèses et puis on teste comme ça. Voilà. Et si on fait rien, si on fait juste toujours pareil sans rien changer, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils ont évalué un certain nombre de choses. Et on en tire des leçons très intéressantes, même si, une fois de plus, ce n'est pas des prévisions, sur les leviers sur lesquels on peut jouer pour faire évoluer le système derrière. Parmi les nombreuses conclusions, enfin c'est une conclusion intermédiaire, mais parmi les nombreuses leçons qu'on a dans les Limits to Growth, il y a celle-ci. Celle-ci, je vais en parler parce que c'est quelque chose d'assez solide, c'est-à-dire que ce sont des conclusions qui ont été validées et revalidées ensuite derrière dans beaucoup d'études, qui posent la question suivante, qui cherchent à trouver une réponse à la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'on est dans un système qui a une limite et qu'on applique à ce système une pression qui augmente au fil du temps? Qu'est-ce qui se passe? Comment le système se comporte-t-il? Il y a 4 façons pour un système de se comporter. D'abord, déjà, en haut à gauche, et si on arrivait comme ça à repousser la limite? Parce que la limite n'est pas forcément absolue, on peut jouer dessus, peut-être on peut la repousser. Et si on arrivait à la repousser, hop, indéfiniment, là c'est la courbe entrée en pointillé. Si la limite on peut la repousser indéfiniment, à la rigueur, la pression, c'est la courbe entrée plein, on peut aussi l'augmenter indéfiniment, tant qu'elle reste en dessous, ça ne pose pas un problème. Donc ça, c'est une abstraction mathématique pure. Dans le monde réel, c'est pas possible. Dans le monde réel, on sait repousser, comme je vais l'expliquer un peu, la limite, mais on a une limite à notre capacité à repousser la limite. De quoi je parle là? Quand je dis la limite, le système, la pression qu'on exerce, le système dont on parle ici, c'est le système Terre. Donc, globalement, c'est effectivement là où on vit, là où on habite, nous et les autres espèces. La pression, donc la ligne, enfin la courbe en trait plein, c'est l'empreinte écologique. Pour schématiser, c'est donc ce qu'on implique comme contrainte au système. Et la limite, ben, c'est la courbe en pointillé, qu'on appelle la biocapacité, et pour schématiser, c'est la capacité du système à endurer ce qu'on lui inflige. Voilà de quoi on parle ici. Et donc on est dans le monde réel, et dans le monde réel, ça, c'est pas possible. Ça, c'est purement mathématique. Dans le monde réel, on est peut-être plutôt là-dessus. C'est-à-dire qu'on est capable de repousser comme ça la limite, mais bon, de moins en moins, quoi. Il y a un moment où on touche un peu à une limite dans la capacité à repousser la limite. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que l'empreinte écologique, ben, elle croisse
elle continue même de croître, peut-être même indéfiniment, mais de moins en moins vite. Si elle reste en dessous de la courbe en pointillé, ma foi, c'est pas un problème, le système est stable. Maintenant, que se passe-t-il si l'impact qu'on a sur le système dépasse la capacité du système à encaisser cet impact? C'est là que ça commence à devenir intéressant. Que se passe-t-il? Et bien, ce qu'on voit, c'est que la biocapacité, immédiatement, elle commence à décliner. Et oui, parce que quand je dis pression qu'on exerce sur le système, elle est de différentes natures. Ça va être à la fois ce qu'on prélève comme ressources en amont, ça va être à la fois ce qu'on rejette comme déchets et pollutions en aval, et puis au milieu, tout un tas d'activités humaines qui transforment et qui détruisent, qui ont des impacts négatifs, la plupart du temps, sur les écosystèmes. Et donc quand je dis que l'empreinte écologique dépasse sa biocapacité, ce que je suis en train de dire en creux, c'est que en amont, on prélève plus vite que la capacité de renouvellement des ressources, qu'en aval, on pollue plus vite que la capacité d'absorption des pollutions, pour ce qui est absorbable, tout ça ne s'absorbe pas, il y a des choses qui s'accumulent indéfiniment, et qu'au milieu, on détruit plus vite que la capacité de réparation, d'auto-régénération de la nature. Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas, peut-être qu'on peut le comprendre intuitivement, on ne peut pas durablement prélever plus que ce qui est renouvelé. On ne peut pas durablement polluer plus que ce qui est absorbé, parce que sinon les pollutions augmentent, on toxifie, excusez-moi, ça ne veut rien dire, on toxifie l'environnement et ça devient invivable et ça finit par mourir. On ne peut pas détruire durablement plus que la capacité de régénération du système. Donc, la courbe en trait noir, elle repasse en dessous de la courbe en pointillé. Et le premier cas de figure, c'est où elle repasse en dessous rapidement. Si elle repasse en dessous rapidement, sans que la courbe en pointillé ait beaucoup baissé, alors le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre sans se casser la gueule, sans s'effondrer. Mais, dernier cas de figure, si on continue à vouloir faire monter l'empreinte écologique, que pendant ce temps-là, on a la biocapacité qui baisse et qui baisse et qui baisse de plus en plus, alors là, c'est plus du tout le même scénario. Entre ça et ça, c'est pas du tout la même histoire. Il y a une certitude. Cette étude l'a démontré, il y a plein d'autres études qui l'ont démontré depuis, et même des études pratiques, c'est pas que de la théorie. C'est une certitude qui est que la courbe en trait plein repasse en dessous de la courbe en pointillé. Ça, c'est une grande leçon à bien se mettre dans le crâne. Soit c'est parce que nous aurons décidé de faire en sorte qu'elle repasse en dessous, parce qu'on aura limité à la fois ce qu'on prélève en amont, ce qu'on rejette comme pollution, les destructions et la transformation des systèmes naturels, soit on ne le fait pas, et si on ne le fait pas, eh bien la courbe en trait plein repassera quand même en dessous de la courbe en pointillé. Quand même. Si ce n'est pas grâce à nous, ce sera contre nous. Voilà, il y aura une régulation du système, parce que le contraire n'est juste pas possible, pas physiquement possible. Donc il faut bien comprendre que, quelle que soit la volonté politique, quelles que soient les mobilisations, quelle que soit la technologie, ou quel que soit quoi que ce soit d'autre, la courbe en trait plein va repasser en dessous de la courbe en pointillé. La question c'est donc est-ce qu'on le fait ou pas, ou est-ce qu'on le subit? La question c'est est-ce qu'on attend que la courbe en pointillé soit tombée tellement bas que lorsque la courbe en trait plein va repasser en dessous, ça va être une dégringolade? Ou est-ce qu'on essaie de faire un peu plus tôt? Voilà. Ça, c'est une vraie grande question. Nous avons une problématique qui est systémique. Et tout... je ne vais pas me mettre devant. Et les incidences donc, de cette problématique touchent toutes les dimensions du système Terre. Alors le système Terre, on y va, c'est parti. Je vous le ferai découvrir si vous ne le connaissez pas. Il y a 6 dimensions au système Terre. La première des 6 dimensions, c'est la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Et on en tire un certain nombre de ressources. Alors je vais passer très vite, parce qu'on pourrait y passer un temps presque infini si on devait fixer toutes les ressources. Par exemple, celle qui me vient à l'esprit quand même en premier, c'est le pétrole, parce que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui ont besoin pour fonctionner au quotidien, pour tout, y compris les choses les plus vitales, ont besoin de quoi? De pétrole, bon marché. Pas juste de pétrole, bon marché. Si nous n'avons pas dans nos sociétés du pétrole en permanence, abondant et bon marché, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les modèles d'affaires, les business models, comme on dit, de la grande majorité, de la quasi-intégralité des entreprises ne sont juste plus valables, c'est plus rentable. Quand le prix de l'énergie, c'est pareil pour le gaz, on le voit en ce moment, quand le prix du gaz augmente fortement, il y a plein de gens qui mettent la clé sous la porte ou qui ont du mal à tenir. Les plus petits ferment en premier. Et puis si ce sont des activités essentielles, tant pis. Tant pis, bye bye. Avec derrière les impacts que ça a, les enjeux qu'il y a derrière, production alimentaire, tout ça, non, c'est les lois du marché. Tant pis. C'est bizarre, non? Un peu bizarre. C'est en train de se passer en ce moment, là.
C'est en train de se passer parce que le prix du gaz a fait boule. Alors ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine, même si la crise en Ukraine elle a accéléré les choses. Mais le prix du gaz avait commencé à augmenter fortement bien avant que Poutine mette un pied en Ukraine. Le prix du gaz a augmenté fortement. Résultat des courses, avec du gaz naturel, on fait par exemple de l'hydrogène. Avec l'hydrogène, on fait de l'ammoniac. Avec l'ammoniac, on fait de l'urée. Avec de l'urée, on fait de l'AdBlue. Vous connaissez maintenant l'AdBlue? Moi, je ne connaissais pas ça il y a un an. J'ai découvert que s'il n'y avait pas d'AdBlue, maintenant, les véhicules qui fonctionnent au diesel ne pouvaient pas rouler. C'est con, ça. Parce que sans véhicules qui fonctionnent au diesel, toutes les machines à l'école fonctionnent au diesel, tous les camions qui amènent d'un point A à un point B, quoi que ce soit, y compris la bouffe, c'est du diesel. Et puis si vous vous dites que moi c'est bon parce que je roule à l'essence, il ne faut pas de diesel, détrompez-vous, parce que les stations-service où vous allez prendre votre essence sont ravitaillées avec des camions citernes qui roulent au diesel. Voilà, ça va pas bouger. Mais globalement, ouais, voilà, il y a ça. Et puis il y a les engrais. Alors voilà, les engrais, ça coûte trop cher de fabriquer des engrais aujourd'hui à cause du prix du gaz, et donc il y a les plus gros producteurs d'engrais européens qui sont en train de fermer leurs usines. On se demande bien ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il y a un certain nombre de choses dont on peut se réjouir. Par exemple, sortir d'un certain système qui va trop loin dans l'usage des engrais, dans l'usage des pesticides, dans l'usage des combustibles fossiles. Très bien, très bien. Mais je ne m'en réjouis pas si ce n'est pas un minimum préparé. Parce que si ce n'est pas un minimum préparé, ça va être une catastrophe potentiellement. Ça peut être une catastrophe absolument terrible. Catastrophe pour nous, catastrophe sociale, catastrophe pour la nature aussi. Parce que si véritablement on en arrive à manquer d'engrais, à manquer de bouffe, ça serait dommage qu'il y ait d'un seul coup je ne sais combien de millions de personnes qui s'improvisent chasseurs, pêcheurs, bûcherons, et qui aillent faire n'importe quoi et saccager les écosystèmes. Donc, il y a une grande différence entre une crise qui arrive avec une population qui est préparée parce qu'elle a travaillé sa résilience collective, ce qu'on va voir en seconde partie, et un monde qui passe en décroissance forcée, en descente forcée, sans être préparé. C'est pour ça que oui, on peut s'en réjouir, mais jusqu'à un certain point seulement. Et là, en l'occurrence, donc, le gaz, problème en perspective de production alimentaire en Europe, d'ici 6 mois peut-être. On verra bien, je ne suis pas Nostradamus. Peut-être qu'ils retomberont sur leurs pattes, encore cette fois. Le fait est que il y a quelque chose qui est fou, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle des SAIV, des secteurs d'activité d'importance, des secteurs d'activité d'importance vitale, des secteurs qui sont identifiés parce que, comme leur nom l'indique, ils sont stratégiques, ils sont critiques, voire vitaux. Et en cas de problème sur ces secteurs, l'État peut intervenir. Alors, je ne sais pas exactement tout ce qui est prévu parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, enfin, c'est même plus que confidentiel, dans le secret défense, mais en l'occurrence, voilà, des choses qui sont prévues. Alors, l'alimentation, ça fait quand même longtemps qu'on a compris que c'était un secteur d'activité d'importance vitale. Mais pas l'agriculture. L'agriculture n'est pas identifiée comme un SAIV. Parce qu'il n'y a aucun lien qui est établi entre la production alimentaire et la consommation alimentaire. Aucun lien. Et c'est normal. C'est normal parce que dans le modèle de pensée dans lequel on se trouve, il n'y a pas de lien entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Ce qui est produit et consommé ailleurs, on ne produit pas pour les gens autour. Évidemment, il y a des exceptions, des micro-exceptions. On ne produit pas, on produit pour un marché. Et il y a des acheteurs ailleurs. Et ce qui est consommé ici vient d'ailleurs. Donc, de toute façon, il n'y a pas de lien direct. Voilà. Donc, on se dit, dans cet état d'esprit, que si jamais il y avait un problème de production alimentaire chez nous, on importerait. Et il n'y aurait pas nécessairement de problème d'alimentation. Et tout ça, c'est facile, puisque le pétrole est abondant et bon marché, n'est-ce pas? Alors, justement, si on regarde les découvertes de pétrole depuis quelques décennies, ça donne ça, les grandes découvertes, c'était il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on en est arrivé à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16%. C'était en 2019, parce qu'après le Covid, les statistiques ne veulent plus rien dire. Mais on en est arrivé donc à un taux de remplacement de 16%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril qu'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Le groupe Total lui-même, alors c'est pas forcément dans son intérêt, nous avoue, et c'est pas le seul, il y a plein de gens, d'experts qui corroborent, que nous aurons un déficit l'offre sera insuffisante pour répondre à la demande de pétrole avant 2025. Potentiellement, il y a à peu près 1/10 de la consommation mondiale qui ne sera pas satisfaite. Que pour pouvoir satisfaire à cette demande, il faudrait développer dans les 3 prochaines années des capacités de production additionnelles équivalentes à environ 2 fois l'Arabie Saoudite. Pas possible. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que c'est éventuellement possible également de combler le trou si les Américains
produisent 3 fois plus d'huile de roche-mère dans les 3 ans qui viennent. On rigole bien parce que non, ils sont déjà à fond. C'est juste impossible de faire x3, même x2, c'est hors d'atteinte. Ils produisent aujourd'hui d'ailleurs même un petit peu moins qu'il y a 2 ans. Bon voilà, donc on a effectivement des limites qui arrivent. Non pas forcément sur est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre. Oh bon oui, il y en a même trop du point de vue climatique. Mais juste pour nous, pour nos sociétés, pour qu'elles puissent fonctionner, ne pas s'effondrer, pour qu'on puisse peut-être, il serait temps, organiser des changements de mode de vie pour retomber sur nos pattes, plutôt de se cracher comme des idiots. Pour pouvoir faire ça, malheureusement, il faut encore un peu de pétrole, en permanence, du pétrole bon marché. Bon, écoutez, malheureusement, on est sur le point de sortir de l'ère du pétrole bon marché. Pareil pour le gaz. La forme que ça va prendre, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Est-ce que ce sera en 2023 que ça va vraiment se comprimer fortement possible? Est-ce que ce sera 2025, 2030, 2035? On verra. Mais ce ne sera pas 2050. Ce sera avant 2050. Ce sera probablement avant 2035. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, oui, on a potentiellement un risque, pas de pénurie de pétrole, mais de problème d'approvisionnement, de problème de disponibilité de pétrole et surtout de prix de pétrole. La France produit, excusez-moi, la France produit 1,5% environ du pétrole qu'elle consomme. Donc, on est tributaire de notre capacité à importer cette ressource qui va devenir de plus en plus contrainte. Ensuite, il y a des minerais, plein de choses dans la croûte terrestre, dans cette lithosphère dont je vous parle. Pour notamment nos gadgets chéris, on en met beaucoup maintenant, des choses en micro-quantité. Plein d'éléments du tableau d'un DIF dans nos smartphones, par exemple. Prenons un exemple très important qui est le cuivre. Voilà la consommation de cuivre au niveau mondial, comment elle a évolué depuis le début du XXe siècle. Ça s'arrête en 2016, donc autant vous dire qu'en 2022, on est déjà par là. Et, parce que ça n'a pas ralenti depuis la crise. Pourquoi je vous parle de cuivre? Pour 2 raisons. 1, parce qu'il n'y a pas de transition énergétique telle qu'on l'entend aujourd'hui sans cuivre. Telle qu'on l'entend aujourd'hui, la transition énergétique, c'est décarboner via un grand effort d'électrification d'un certain nombre de nos usages. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'électrification sans beaucoup de cuivre. On ne sait pas faire autrement. On ne sait pas faire un réseau électrique sans cuivre. Certains vous disent « Ah, si, l'aluminium, on pourrait... » Non, ce n'est pas vrai. J'ai étudié la question, j'ai vérifié. Non, c'est pas vrai. Voilà, on peut faire certaines choses avec de l'aluminium, mais c'est beaucoup moins résistant. Notamment, ça ne tient pas la chaleur, ça ne tient pas la puissance, ça ne tient pas dans le temps. C'est pas un aussi bon conducteur, bon, bref, etc. Donc non, il n'y a pas les réseaux électriques avec la société telle qu'on la connaît aujourd'hui sans cuivre. Et puis les véhicules, les véhicules c'est aussi beaucoup la mobilité. Un véhicule thermique c'est 20 kg de cuivre, un véhicule électrique c'est 80 kg de cuivre. Voilà, une chose près. Donc beaucoup de cuivre pour réussir cette transition énergétique qu'on nous présente comme la voie de sortie de la crise climatique. C'est ça le but. D'accord ? Alors, il est où le cuivre? Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même un petit peu. Alors, il n'y en a pas non plus pour des siècles, mais il y en a un peu quand même, il y a de quoi faire. Et il est surtout là, au Chili. Alors, pour ceux qui ne voient pas, en haut à gauche, c'est autre pays. Là, ici, c'est le Pérou, là, c'est le Mexique. Donc, on va dire qu'en Amérique latine, même si le Mexique, je crois qu'ils préfèrent qu'on dise qu'ils sont dans l'Amérique du Nord. Alors, en tout cas, il y a beaucoup, voilà, dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de cuivre. Et le souci, voyez-vous, c'est que le cuivre, comme les autres minerais, mais plus que certains, demande énormément d'eau, et qu'au Chili, on a déjà l'aridité qui perturbe la production de cuivre, les mines de cuivre au Chili, première victime du manque d'eau, Chili, bientôt plus d'eau au robinet de Santiago, la capitale, des experts qui nous expliquent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. On est en 2022, on a à peine commencé le grand et gigantesque projet de transition énergétique que déjà on bute sur des limites sur le métal le plus important de cette transition. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « Oh, c'est de la merde, du coup, il ne faut pas la faire, cette transition. » Non, je ne suis pas en train de dire ça. Il faut la faire et la faire le mieux possible. On a besoin de sortir des combustibles fossiles, on a besoin de développer d'autres capacités de production d'énergie. Ok, je suis juste en train de vous dire que ce projet-là, il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, ça ne va pas marcher. Ça va marcher en partie. Donc, il va falloir être intelligent. Il faudrait être intelligent. Il faudrait, par exemple, mettre le cuivre là où il est le plus... Enfin, électrifier là où c'est le plus utile. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? Pas du tout. On est en train de faire une connerie, mais une connerie criminelle.
La connerie criminelle qu'on est en train de faire, c'est que de la même manière que tout à l'heure je vous disais, on ne protège pas certains secteurs d'activité dont dépendent des choses vitales en aval, par exemple la production d'engrais, alors qu'aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faudrait utiliser beaucoup moins d'engrais, et on est capable de le faire avec quasiment rien, sauf qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui, on ne sait pas préparer. Donc si d'un seul coup arrive une pénurie d'engrais, quelques mois plus tard, c'est une pénurie de bouffe. Donc, on a un vrai gros problème sur des activités qu'on laisse comme ça, péricliter, on les laisse mourir, mettre la clé sous la porte, parce que c'est les lois du marché, ma bonne dame. C'est un petit peu bizarre. Ben là, si vous voulez, c'est pareil. On est en train de faire jouer les lois du marché pour la transition elle-même. C'est-à-dire que, alors que les métaux clés, les métaux stratégiques vont être de plus en plus rares, de plus en plus avec des approvisionnements qui ne sont pas réguliers, avec des prix qui vont faire n'importe quoi, et qui vont globalement, sans doute, aller à la hausse, c'est les riches qui pourront assurer leurs approvisionnements. Les pauvres, ils ne pourront pas suivre. Ils ne pourront pas, que le yo-yo comme ça, ils ne pourront pas y survivre. Donc ça va être les entreprises riches, ça va être les pays riches qui vont pouvoir s'assurer leur approvisionnement en ressources nécessaires pour la transition. Pour faire quoi? Pour faire leur petite transition de leur côté, parce qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir cocher les cases. Ah, moi j'ai rempli mes indicateurs, j'ai rempli mes objectifs, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Mais c'est absurde. Et donc il y a d'autres pays plus pauvres qui ne pourront pas faire leur transition énergétique parce qu'ils ne pourront pas avoir les ressources. On parle d'un problème planétaire. On n'a qu'une seule atmosphère. Ça n'a aucun sens de mener. Et moi j'ai bien réussi ma petite transition de mon côté si les autres ne le font pas. Donc si on n'est pas sûr de pouvoir arriver jusqu'au bout et tous le faire, il est évident que le seul usage intéressant et intelligent que des riches pourraient faire des ressources, ce serait, et pour eux-mêmes, même égoïstement, ce serait acheter la ressource pour ensuite investir ailleurs dans le monde, là où il y a le plus fort potentiel de décarbonation. C'est-à-dire 9 fois sur 10, pas chez eux. C'est pas ce qu'on fait. Et c'est pas ce qu'on prévoit de faire. C'est absurde. On est en 2022 et en juin dernier, au World Materials Forum, qui rassemble les spécialistes des ressources au niveau mondial, on nous dit alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. J'attire votre attention sur le fait que la France ne produit pas grand-chose en termes de minerais et que là encore, on est totalement dépendant de notre capacité à importer. Même on pourrait dire l'Europe. L'Europe produit vraiment pas grand-chose. Bref, le sable, allez un petit tour du côté du sable, parce que ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Depuis au moins 12 ans, et là en l'occurrence, ça porte sur 2 années cette étude-là de Václav Smil, sur 2017 et 2018, mais ça fait au moins 12 ans que la Chine, donc là sur 2 ans, a utilisé plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Voilà. Donc il y a des accélérations absolument folles. Alors évidemment, c'est parce que les Chinois se sont beaucoup développés, c'est parce que les Chinois ils sont très nombreux maintenant, ils ont une classe également, une classe moyenne qui monte, mais c'est aussi beaucoup parce qu'ils produisent pour le reste du monde. D'accord ? C'est aussi beaucoup pour ça. Bon. Aujourd'hui, en tout cas, on a une pénurie de sable, de construction, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel sable pour des infrastructures. Donc, qui dit transition énergétique, là aussi, dit de nouvelles infrastructures. En plus des infrastructures actuelles qu'il faut maintenir en état d'opération. Plus tous les grands projets inutiles qu'on veut en plus nous faire, plus tous les grands projets d'immobilier qui sont juste là pour que des promoteurs puissent se faire de l'argent. Et puis peut-être aussi parce que ça c'est quand même vachement important pour l'attractivité du territoire. N'oublions surtout pas l'attractivité du territoire. Donc nous avons aujourd'hui également une ressource contrainte qui est le sable de construction. Aujourd'hui, donc, résultat, à Dubaï, on construit la Burj Khalifa, plus haut bâtiment du monde, avec du sable importé d'Australie. Et il y a des mafias du sable, il y a un marché noir du sable, il y a des littoraux entiers, qui sont volés, qui disparaissent. Voilà. Bon, on en est là. Alors tout ce que je vous dis, j'aurais pu parler de bien d'autres choses encore. Est-ce que ce sont des questions d'énergie? Est-ce que ce sont des questions de matières premières? Moi je vous dis que c'est les deux, parce que les minerais sont de moins en moins concentrés, et donc leur extraction demande de plus en plus d'énergie, mais comme l'énergie est de moins en moins accessible, elle demande de plus en plus de minerais pour le produire. Voilà. Et c'est l'un qui est multiplié par l'autre, qui fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit un effet d'auto-amplification, autrement dit un emballement du système, autrement dit il y a des exponentielles qui sont en train de s'installer un peu partout, autrement dit nous allons atteindre des limites, et nous allons les atteindre plus vite que ce qu'on imagine. Deuxième partie du système Terre, l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète. Ce sont les eaux de surface, les eaux sous terre, etc.
Bon, ben, l'hydrosphère, elle est à la fois polluée chimiquement, polluée par des plastiques et autres objets, ça c'est aux Philippines. Elle est... oui, c'est aux Philippines, c'est ça. Elle est... Pardon. Elle concerne, cette pollution, les animaux également, sur Terre comme en mer, et nous, à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous ingérons, nous avalons, nous inhalons même, à vos souhaits, nous inhalons des micro et des nanoplastiques, environ, d'après une étude de 2019, environ 5 grammes par semaine chacun, l'équivalent, disent-ils, d'une carte bancaire. Voilà, donc chacun de nous, c'est une cinquantaine de cartes bancaires par an qu'on avale sans le savoir. Voilà. C'est bon pour le pouvoir d'achat. Il y a des phénomènes d'acidification qui touchent l'hydrosphère, notamment, ça se voit au niveau des barrières de corail. Les coraux, c'est 25% de la vie marine qui dépend directement des coraux. Et lorsque la barrière de corail, lorsque les coraux vont disparaître, ça va être un grave problème pour toute la chaîne alimentaire océanique et derrière les gens qui en dépendent aussi. Quand je dis quand ils vont disparaître, parce qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas, sachant que les experts des coraux nous disent que si on atteint un réchauffement planétaire moyen de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, eh bien, ce seront minimum 99% des coraux qui vont disparaître. Des phénomènes de réchauffement, qui touchent évidemment toutes les eaux également, pas seulement l'air. Des phénomènes d'augmentation de la vitesse de hausse du niveau des mers. On est aujourd'hui à peu près à 4,5 mm par an en moyenne mondiale. On a des phénomènes de salinisation de certaines nappes phréatiques. Il suffit d'1 millimètre de trop de montée des océans pour qu'une nappe se salinise, que l'eau devienne saumâtre, et en surface, les terres récemment agricoles de quelqu'un ici au Bangladesh deviennent ça. On a des phénomènes d'assèchement que l'on voit à des endroits où on ne pensait pas les voir il y a encore quelques années. Ça, par exemple, ce sol-là, vous savez où c'est ça? On n'entend strictement rien. Oui. C'est le Rhin, une partie du Rhin, à côté de Düsseldorf, en juillet 2018. Et ça, c'est la Loire cette année. Donc, si vous voulez, ça, c'était prévu dans les modèles, mais plutôt pour 2040 au plus tôt. Ça accélère. Enfin, pour finir sur l'hydrosphère, on a également une désoxygénation des océans, c'est-à-dire moins d'oxygène, voire plus du tout à certains endroits, avec des écosystèmes entiers qui meurent. Ça s'accélère très vite, depuis une soixantaine d'années. Ensuite, troisième dimension du système Terre, la cryosphère, qui est en réalité une sous-partie de l'hydrosphère, puisque c'est de l'eau, et c'est l'eau solide, c'est la glace, c'est les glaciers, c'est les banquises, c'est les inland seas, c'est-à-dire Groenland et Antarctique, et puis c'est le pergélis, le sol gelé des hautes latitudes. Et tout ça, voilà, ça fond. Et d'après un rapport de 2019 du GIEC, spécialisé sur l'océan et la cryosphère, ça fond beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de modéliser pour l'instant. Voilà. Ensuite, il y a la quatrième dimension, l'atmosphère. Voilà, vous savez ce que c'est. Si on regarde ce que nous disent les carottages glaciaires en Antarctique, et qu'on peut reconstituer la concentration, c'est de la science très solide, ça. On peut reconstituer la concentration atmosphérique en CO2 sur à peu près 800 000 ans, et on observe des hauts et des bas, comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est ici. On est hors de tout cycle, d'accord? Donc il ne faut pas non plus dire, ou laisser dire que c'est un cycle. Non, c'est pas un cycle. La concentration, elle est au plus haut depuis au moins, en CO2, elle est au plus haut depuis au moins 2 millions d'années, d'après le dernier rapport du GIEC. Et la température, depuis le début de notre ère, là c'est Jésus, c'est vous, mais c'est pas un cycle. Sixième partie, la biosphère. Cinquième partie, la biosphère, c'est l'ensemble du vivant. Voilà, c'est tout ce qui vit partout sur Terre. Et il y a cette étude que j'utilise souvent, mais qui vient juste d'être mise à jour, que j'ai changé ma diapositive. Cette étude qui a suivi, alors quand je dis suivi, c'est une étude qui rassemble toutes les données de suivi des populations de vertébrés dans le monde, sur Terre, en mer, sur les 5 continents, depuis 1970. Il y a environ 32 000 populations de vertébrés dont on peut assurer maintenant un suivi rétrospectif depuis 1970, si on voit comment ça évolue. Bon, alors ce qu'on observe, c'est que ça va pas bien. C'est qu'à certains endroits, évidemment, c'est pire que à d'autres endroits. Il y a quelques exceptions aussi où ça va mieux qu'avant, parce qu'il y a toujours des programmes de réintroduction qui fonctionnent par-ci, par-là. C'est le cas d'ailleurs en Europe à certains égards, mais globalement, on observe des taux de déclin absolument partout, et la moyenne de ces taux de déclin est de 69% entre 1970 et 2018, donc en moins d'un demi-siècle. Voilà les vertébrés, notamment les oiseaux, ça fait partie des vertébrés. Un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en 15 ans. Une étude allemande de 2017
conclut qu'entre 1989 et 2016, c'est plus de 75% de la biomasse d'insectes volants en Europe du Nord qui a disparu. On en est rendu aujourd'hui au point où si on regarde la masse en kilos, en tonnes, la biomasse que représentent les mammifères, eh bien on évalue qu'environ 62% c'est les animaux d'élevage, 34% c'est les humains, et il reste 4% de vie sauvage. Dernière dimension du système Terre, la pédosphère, ce sont les sols. Et les experts des sols nous disent que 75% des sols au niveau mondial sont dégradés, dont 33% extrêmement dégradés par les activités humaines. C'est l'urbanisation, c'est l'artificialisation, pour plein de raisons différentes, c'est les activités industrielles, notamment minières, et c'est surtout une certaine forme d'agriculture qui tue les sols, et notamment aussi qui va aller déforester beaucoup. Voilà, donc jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné mon avis, parce que mon avis, on s'en fout. Et le vôtre encore plus. On se fout de la vie de tout le monde. Dans chacun des domaines, il y a des personnes qui ont le droit de donner leur avis, c'est ceux qui ont étudié les questions. Moi, je vous fais juste une synthèse. Aujourd'hui, voilà. Ce que je vous ai montré là, c'est un état des lieux le plus rationnel et le plus honnête possible de l'état de la planète. Content d'être là? À côté du système Terre, nous avons l'anthroposphère, c'est la sphère humaine. C'est à la fois les bâtiments, anciens ou actuels, c'est à la fois les objets, les produits qu'on fabrique, c'est à la fois les déchets qu'on génère, et nous. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est pas un scoop, voilà. L'anthroposphère, elle fait boum, avec les impacts qui font boum aussi. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, je fais très simple, je ne vais même pas creuser davantage. On pourra, si vous voulez poser des questions après, on y reviendra. Bon, bref, allez, après maintenant qu'on a vu tout ça, je vous pose cette question. Est-ce qu'on commence à comprendre la situation dans laquelle on se trouve? D'après vous? Donc les interactions. Donc les interactions. Il manque notamment des interactions, il y en a beaucoup. Mais il y en a, on sait que la biodiversité, le sujet du climat, le sujet de l'eau, c'est des choses qui forcément sont liées à certains égards. Ça quand même, c'est un peu compris, même si la plupart des gens ne comprennent pas tout, il voit bien que c'est pas complètement siloté. Malgré tout, non. Voilà, ma réponse à cette question, c'est non. On n'a toujours strictement rien compris à ce stade, à la nature de la problématique à laquelle on fait face. Et c'est maintenant que je vais essayer de vous faire comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, la nature de cette problématique. Déjà, on peut dire que si on ne s'attaque pas aux bons problèmes, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Alors, c'est quoi les problèmes auxquels on s'attaque? Par exemple, le changement climatique, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un mal, au sens de maladie? C'est des conséquences. Merci. Effectivement, c'est là que je vais. Non, c'est juste un symptôme. Un symptôme du problème. Le problème, c'est celui-ci. Nous vivons dans des sociétés qui sont conçues pour être extractivistes, productivistes, consuméristes, croissancistes, pollutionnistes. Et on prend trop en aval par rapport à la capacité de régénération, on rejette trop, en amont, je veux dire, excusez-moi, on rejette trop en aval par rapport à la capacité de gestion, d'absorption des pollutions, et au passage, je vous l'ai déjà dit, on détruit plus que la capacité de régénération. Ce flux n'est pas soutenable. C'est ça le problème. Quand je dis qu'on rejette au bout du... Parce qu'en fait, bon, après on reboucle un certain nombre de choses, hein, il y a un peu d'économie circulaire sur certains trucs, oui, d'accord, un peu de recyclage, ok, oui, d'accord, mais c'est massivement linéaire. Hein, on circularise pas la civilisation. Donc, ce flux-là, donc, en bout de course, il y a des déchets, des pollutions. Ils sont solides, ils sont liquides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui dérègle le climat. Et le dérèglement climatique est une des multiples conséquences de ça. C'est pas le problème. C'est une des conséquences du problème. C'est un symptôme, une manifestation du problème. Aujourd'hui, l'humanité a une empreinte écologique. Tout à l'heure, c'était la ligne d'entrée plein, là, c'est la ligne rouge, qui est supérieure à la biocapacité. Tout à l'heure, c'était la ligne entrée pointillée, là, c'est la ligne verte, c'est les mêmes. Donc, elle a une empreinte écologique qui est supérieure à la biocapacité, et ce, depuis à peu près le début des années 70. On est dans une situation qu'on appelle un dépassement écologique, ou un déficit écologique, parce qu'on vit au-delà de nos moyens écologiques. Et la courbe rouge va repasser sous la courbe verte, je vous l'ai déjà dit.
Voilà. Alors d'après certaines estimations, ce ne serait pas depuis le début des années 70, mais plutôt depuis la fin des années 70. Bon, peut-être. Bon, le fait est que de toute façon, on ne va pas ergoter, ça fait plusieurs décennies qu'on inflige au système Terre davantage que ce qu'il est capable d'encaisser. Donc ça, c'est la problématique. Et donc pourquoi je dis que c'est extrêmement important de faire la différence entre le problème et les symptômes. Alors j'explique avec une métaphore qui n'est pas rigolote, mais qui a le mérite d'être claire. Imaginez que vous ayez des problèmes de maux de crâne, que vous ayez des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Bon, si ce sont 3 différents problèmes que vous voulez traiter, bonne nouvelle, chacun de ces problèmes a une solution. Paracétamol, pommade, tisane. Et donc c'est bon, c'est réglé, circulé, il n'y a rien à voir. Ce sont des petits ajustements que vous pouvez faire au quotidien, et puis vous continuez à vivre normalement. Vous n'avez pas besoin de remettre en question votre mode de vie. Mais si ces 3 choses-là sont simplement différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé. Allons-y gaiement. Vous n'allez pas guérir votre cancer en mettant de la pommade et en prenant du paracétamol. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il est temps de se réveiller là-dessus maintenant. Guérir la maladie, enfin traiter au moins, traiter la maladie, n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence fondamentale de nature, strictement rien à voir avec la simple addition des traitements spécifiques face aux symptômes spécifiques. Ce n'est que quand on comprend le cancer, et donc le risque, l'enjeu, la survie, que l'on est capable d'accepter l'idée d'une thérapie de choc. C'est une autre métaphore, si vous voulez. On n'accepte pas l'amputation si on n'a pas compris la gangrène. Donc, concrètement, si, pour sortir de cette métaphore, si l'humanité était parfaitement lucide, cohérente, un tout cohérent, capable de penser ensemble et d'agir ensemble, qu'est-ce qu'on ferait? On comprendrait qu'on est en train de dérégler de manière potentiellement irréversible les systèmes de support de vie de la planète, c'est-à-dire de rendre la planète inhabitable, et que ça va nous tuer, et que c'est la survie qui est en danger, qui est en jeu, et nous arrêterions au moins, j'imagine, 80% des activités humaines. Pour se concentrer, on garderait l'essentiel, et on se concentrerait sur la régénération de la nature. Voilà ce qu'on ferait, si on était... Alors, on ne le fera pas, hein. Je veux juste pas vous donner de faux espoirs. On ne le fera pas. On peut tout de même, il y en a qui travaillent dessus heureusement, hein, on peut tout de même limiter la casse à certains égards, mais on ne limitera pas assez sans vous. On ne limitera pas assez s'il n'y a pas une certaine forme de résistance qui se met en place contre certains pans les plus destructeurs du système. Ça, on y viendra après. Et si on arrive à gagner un petit peu comme ça, en rentrant en résistance, à gagner un petit peu de marge de manœuvre, alors peut-être qu'on saura gérer les graves problèmes qui nous arrivent dessus. Car nous n'éviterons pas de graves problèmes. Donc, je ne suis pas ici pour vous présenter des solutions. Je suis ici pour vous présenter des aménagements, des réponses, des stratégies que l'on peut mettre en place pour non pas éviter la vague, mais apprendre à la surfer. Et ça ne s'improvisera pas. Ça se préparera ou ce sera le chaos. Et pour l'instant, la préparation qu'il faudrait faire, elle n'a pas commencé. Il y a des gens qui font des choses. Des gens. Il y en a qui font des choses très bien. D'ailleurs, on va le voir vite fait. Mais par contre, la société, elle ne se prépare pas. Elle n'est pas du tout dans ce schéma de pensée-là. Du tout. Parce que c'est une certaine forme de résilience, un mot qu'on verra après, qu'il faut développer. Je dis bien une certaine forme. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent de résilience. Mais à mes yeux, c'est pas la bonne. Il y a plein de formes de résilience différentes. Et celle dont on a vraiment le plus besoin, personne n'en parle. Et quand je dis personne, c'est personne. Alors, vraiment, c'est le vide intersidéral. C'est dommage, c'est parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui bossent sur la résilience, mais il y a très peu de gens qui sont des experts de la systémique. Mais malheureusement, il faut être les deux pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire. Enfin non, pour pouvoir comprendre, en fait. N'importe qui peut comprendre. Mais pour arriver au raisonnement que moi j'ai établi, il fallait avoir un pied dans les deux, à la fois dans la résilience et dans la systémique. Donc c'est pas donné à beaucoup de gens, en fait. Et après, c'est du bon sens. Vous allez voir, en fait, c'est pas si incroyable que ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons plein de problèmes de nature différente. Et des gens qui travaillent sur l'accès aux ressources, des gens qui travaillent sur les problèmes d'accès à ces ressources, des gens qui essaient de résoudre des problèmes d'accès à l'eau, par exemple, ici, ou la pollution de l'eau, des gens qui travaillent sur les problèmes liés à la glace, notamment, je sais pas, les 2 milliards de personnes qui dépendent de la fonte
de la fonte normale, pas de la fonte accélérée, de la fonte normale des glaciers himalayens. Par exemple, des gens qui travaillent sur les problèmes d'atmosphère, que ce soit le climat, que ce soit la pollution atmosphérique, 9 millions de morts par an selon l'OMS. C'est des gens qui travaillent sur la biosphère, comment on protège telle ou telle espèce, comment on protège les océans, les forêts, les mangroves, les coraux, etc., les tourbières. Ici, des gens qui travaillent sur la pédosphère, et notamment l'accès à la bouffe. Et ici, des gens qui bossent sur tous les problèmes qui concernent les humains, et c'est très bien. Voilà, ok. Donc il y a des gens qui bossent là-dessus. Pas assez. Hein, ça manque de fonds, ça manque de moyens, pendant que tous les autres n'en ont strictement rien à foutre. Voilà. Mais il y en a quand même des gens qui sont mobilisés, et tant mieux. Et si jamais un jour on arrivait à résoudre tous ces problèmes, ce qui est impossible, et si jamais nous y arrivions, nous aurions paracétamol, plus pommade, plus tisane. Et le cancer serait toujours là. Donc, le grand projet de décarbonation des sociétés, le grand projet de transition énergétique que l'on a, ne me faites pas dire que c'est de la merde. Non, il est vital. Il est vital. Mais, dérisoire. C'est-à-dire que si on ne fait que ça, il ne va pas se passer grand-chose de différent. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie décarbonée, ce sera mieux pour le climat, on va soulager ce symptôme-là. Et il faut le faire parce que c'est un symptôme grave qui peut nous tuer, il faut le faire. On va soulager ce symptôme-là, mais on va mettre de l'énergie au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Si on ne change pas ça, la fin sera sensiblement la même. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire ça, pas décarboner. Bien sûr qu'il faut décarboner. Il faut juste prendre conscience que ce n'est pas une solution. Que c'est un traitement d'appoint de un des symptômes. Et quand on n'a pas une vision cohérente, systémique, 9 fois sur 10, pour traiter un symptôme, on aggrave les autres. Aujourd'hui, de nombreuses stratégies qui sont prévues pour cette transition énergétique intensifient les flux de matière, intensifient les flux extractifs, intensifient la pression sur de nombreux écosystèmes, dont notamment en Amérique du Sud, parmi les plus biodivers du monde, intensifie la pression donc sur beaucoup d'espèces, utilise énormément d'eau, des millions et des millions de litres pour chaque mine par jour, qui rentre propre, mais qui ressort sale et indéfiniment sale, pollue des nappes phréatiques entières, écrase souvent les populations locales, bafoue les droits de l'homme et compagnie. Voilà, donc quand on dit, moi je travaille dans la transition énergétique, et donc je suis du côté de la solution, ça dépend du point de vue. S'il n'y a pas de cohérence globale, ça dépend du point de vue. Vous êtes du côté de la solution, du point de vue du climat, et du côté du problème, tout un tas d'autres choses. Et après, je n'ai pas dit qu'on pouvait être tous que du côté de la solution. De toute façon, il va falloir faire des arbitrages. Ok. Mais bon, il y a des arbitrages qui valent mieux que d'autres. Il ne faut pas en tout cas se leurrer sur ce que représente une solution. La seule et unique solution véritable, qui consisterait à résoudre en même temps, enfin soulager en même temps tous les symptômes, c'est de limiter les flux d'énergie et de matière et de régénérer la nature. Or, nous ne savons pas, mais ça j'y viens après, nous ne savons pas limiter, faire redescendre, et vite et fort de surcroît, les flux d'énergie et de matière avec de la croissance économique. On va en parler après. Nous ne savons pas faire ça. Ceux qui prétendent le contraire, je vais essayer de leur démontrer qu'ils ont tort. Après. On ne sait pas faire ça. Donc forcément, ça veut dire que la taille de l'économie décroît. Et ça, c'est impossible, puisqu'elle ne peut que croître par construction. Ah, si ça décroît, c'est pas prévu pour. L'économie se casse la gueule. Si demain n'est pas plus grand qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance dans l'avenir. On ne va pas prêter à quelqu'un s'il ne va pas rembourser, on ne va pas investir, le crédit, c'est fini. Tout ce système est fini. Donc, c'est pas possible. Puisque comme notre système social dépend du système économique, ce serait une casse sociale absolument inacceptable. Bon, ben voilà. Donc on ne peut pas croître, mais on ne peut pas décroître. Alors on va voir qui, de l'économie ou des lois de la physique, va gagner. Les implications de tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est que la courbe, alors sur le dernier graphique, elle était rouge et verte de courbe, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle.
Jusqu'à il y a 1 an, parce que moi ça fait 10 ans que je raconte ça, jusqu'à il y a 1 an, on me rigolait au nez régulièrement. On m'a dit, mais non, ah là là, Arthur Keller, mais non, on va installer de nouvelles capacités de production, on va avoir plus d'énergie, pas moins. Mais non, c'est pas vrai tout ça, ah là là. Mais moi je ne sais pas vous dire comment ça va se passer. Je peux dire que ça va se passer. Alors ça va prendre la forme d'un conflit en Ukraine, peut-être. Et puis une autre forme, et puis une autre crise, et puis une pénurie par-ci, un machin. Il va y avoir quelque chose qui va se passer quelque part qu'on n'aura pas vraiment anticipé, parce que tout ça est très complexe. Ça va surprendre tout le monde, y compris moi. Mais par contre, le résultat final ne me surprendra pas. C'est qu'on va avoir moins d'énergie et moins de matières premières. Ça, je le sais. Alors comment, à quelle vitesse, dans quel ordre? Ça, je sais pas. On va avoir moins de tout ça pour gérer de plus en plus de problèmes. Parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique. Ça s'est déjà engagé pour quelque temps. Ça va se faire sur fond de disruptions écologiques. Parce que le taux de changement du climat est tel que la flore et la faune ne savent pas s'adapter à ce rythme-là. Ça va se faire sur fond de raréfaction, y compris des choses essentielles sans lesquelles nous ne savons plus vivre et qu'on ne sait plus produire nous-mêmes. Et on dépend d'approvisionnement des fois de l'autre bout du monde. Ça, c'est pas un problème parce que le pétrole est abondant et bon marché. Plus pour longtemps. Et avec des déstabilisations sociétales, des conflits, des guerres. C'est pas faire du sensationnalisme et aller trop loin pour à tout prix vous faire peur, ce que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est l'expert qui vous parle, vous dit, voilà ce qui va marquer l'humanité dans les prochaines années, ça a déjà commencé, de toute façon des guerres il y en a déjà, et ça va être de pire en pire. Globalement, je ne suis pas en train de vous dire, c'est la guerre demain matin à 9h30 à Saint-Brieuc. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que l'humanité dans son ensemble va vivre ça, avec évidemment des inégalités. On ne sera pas tous égaux. La France ne sera probablement pas le pays le plus pauvre, le plus à plaindre, pendant un certain temps. Mais attention, on va souffrir nous aussi, beaucoup. On va souffrir parce que la fin de l'ère du pétrole bon marché, même pour un pays riche comme la France, c'est la fin de presque tout le reste. Tout le reste en dépend. Donc soit on comprend qu'il faut déjà se projeter dans l'après et avoir un plan B qui est déjà un peu prêt à prendre le relais, soit on mise tout encore comme on fait aujourd'hui sur le plan A, et puis quand le plan A va tomber en panne, eh bien on va être comme des cons. On va parler de ça juste après. Je termine la première partie en disant que nous sommes vulnérables vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment notre dépendance au transport, qui tous demandent du pétrole, directement ou indirectement, y compris le train en France. Il n'y a pas de train sans pétrole en France. On est dépendant de réseaux et d'infrastructures, réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de télécom, qui pour leur maintenance, effectivement, et leur opération normale, demandent en permanence énormément d'énergie et de matière. Ceux qui bossent dans les infrastructures le savent. On dépend des technologies. On en a foutu partout. On adore ça. C'est parfois génial. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'optimiser. Le problème, c'est que plus c'est optimisé, moins c'est résilient. C'est contraire. La résilience et l'optimisation, c'est vraiment pas... On ne peut pas être 100% résilient et 100% optimal. Donc la résilience, c'est avoir des marges de manœuvre. C'est pas optimiser. Bon, donc la technologie, c'est super tant que ça marche. Et un jour, ça ne marchera plus. Et les autres vont dire, si ça ne marche plus, on fait venir le réparateur, on répare, Et un jour, le service de réparation n'existera plus. Un jour, la pièce qu'on fait venir de l'Asie ou des États-Unis, elle ne pourra plus venir. Elle ne pourra plus être produite. Et alors, dans ces cas-là, comment on fait quand on a fait dépendre de technologies qu'on ne sait plus opérer nous-mêmes, quand on a fait dépendre de ces technologies des choses vitales. Donc, comme la production d'eau potable, comme la production alimentaire, comme certaines infrastructures stratégiques, comme quasiment tout. Même la gestion de crise. Même la gestion de crise ne prend pas en compte la possibilité d'une rupture d'approvisionnement alimentaire ou la possibilité d'une rupture d'approvisionnement énergétique. Alors comment faire pour gérer les crises si les dispositifs de gestion de crise ne sont pas opérants? Donc il y a des problèmes, des trous dans la raquette un peu partout. Je suis très schématique là, parce que je vais droit au but. Il faudrait être beaucoup plus nuancé que ce que je dis. Et dans les faits, globalement, effectivement, on en est là, et il faudrait développer bien d'autres choses. Une fois de plus, on va y venir tout à l'heure. Voilà, y compris sur le plan alimentaire, cette étude-là, il y en a d'autres. Cette étude-là qui conclut que dans les villes françaises, en moyenne, 2,1% seulement de ce que les gens consomment est produit localement. 97,9% est produit ailleurs.
Et puis par contre, 97% de ce qui est produit est consommé ailleurs. Et oui, parce que comme on est en compétition, il faut être en compétition, comme on a optimisé le système du point de vue économique, et bien forcément, pour être compétitif, chaque territoire a tout intérêt à se spécialiser dans un certain nombre de choses, et donc tous les territoires sont hyper spécialisés, et donc ils exportent la plupart de ce qu'ils produisent, et ils importent le reste, ce dont ils ont besoin. Et c'est pas grave, puisqu'il y a beaucoup de pétrole bon marché. Tant qu'il y a beaucoup de pétrole bon marché. Face à ça, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Et alors, le grand panier dans lequel on va classer la grande majorité des solutions, c'est le panier du développement durable. Il est né en 1987 par ce rapport, alors, ça existait déjà un peu avant, mais ça c'est vraiment l'acte de naissance officiel, le rapport Brundtland. Et donc, développement durable. Alors, il faut répondre aux besoins des générations actuelles sans gêner la capacité, sans remettre en question la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Voilà. Je dis comme ça va. C'est pas si simple. Ça veut dire quoi durable, d'après vous? Alors, qui peut continuer indéfiniment. Pas forcément indéfiniment, mais longtemps. Voilà. Enfin, oui, durable. Voilà. Qui peut durer. Voilà, qui peut durer. Durable. Mais ça, non. Ça, c'est pas... Dans le développement durable, c'est pas ce mot-là. Si vous croyez que ça voulait dire ça, vous êtes très naïf. Je dis ça, c'est pour vous taquiner. Moi-même, je l'ai cru, avant de comprendre. Qui a élaboré le développement durable? Des économistes. Quels économistes? Des économistes mainstream. Ça veut dire quoi, économistes mainstream? Ça veut dire des économistes néoclassiques. Et sans vous faire un cours d'économie maintenant, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Il y en a encore, mais comme ça. Il y a une école de pensée en économie qui a écrasé toutes les autres depuis les années 80. Parce que les 30 glorieuses ont donné raison à cette théorie. Ou en tout cas, ont semblé, à ce moment-là, donner raison à cette théorie. Et les autres ne faisaient pas le poids. Et donc, elle s'est répandue partout, et elle a permis de créer beaucoup de richesses et de rendre certaines personnes immensément puissantes. Donc, allez, on y va. Ça, c'est ça, on veut ça, et on veut rien d'autre. Et il faut que ce soit enseigné partout, et dans toutes les universités, on enseigne ça, et on va créer un prix Nobel d'économie, rien que pour faire croire aux gens que c'est sérieux. Et je schématise à peine. Je schématise à peine. Vous savez que ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie? Ça n'existe pas. Il y a la Fondation Nobel qui décerne le prix Nobel de physique, de chimie, de la paix, de la littérature, machin. Et nous avons à côté le prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, dit communément le prix Nobel d'économie. Et à la base, c'est de l'esbrouf. Et donc, nous avons des gens très sérieux et même très brillants, je ne le nie pas, qui vous racontent des choses et qui développent des modèles. Et sur la base de ces modèles, ensuite, on prend des décisions politiques d'une grande importance et on engage l'avenir des sociétés entières, du monde entier. Et on ne peut pas se dire que tous ces gens brillants, tout de même, ils ne pourraient pas faire ça alors que c'est complètement con. Quand même, non, ils sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que c'est débile. C'est con et c'est débile. Mais c'est vraiment d'une bêtise extrême. J'ai étudié ça, j'ai étudié ça longuement en 2013-2014. J'ai écrit un rapport dessus. C'est terrible la bêtise de l'économie mainstream, aujourd'hui dominante, qui est cette école néoclassique. Donc je vais vous expliquer, tous les modèles utilisés aujourd'hui par les institutions internationales, FMI, Banque mondiale et compagnie, par les gouvernements, Bruxelles, etc., Bercy, tous les modèles sont néoclassiques. Et donc ces modèles utilisent certaines hypothèses. C'est quoi les hypothèses? Il y en a plein, et franchement, c'est à se tordre de rire. L'hypothèse du fait que la concurrence pure et parfaite. Vous irez regarder si vous ne connaissez pas. Absurde. L'hypothèse que les prix tendent naturellement vers un équilibre de l'offre et de la demande. Non, 9 fois sur 10, ça ne se produit pas. C'est quasiment jamais produit. Surtout en plus, s'il y a bien un truc sur lequel ça se produit absolument jamais, sauf des fois à très court terme, mais après sur le long terme, pas du tout, c'est le pétrole. Or, tout dépend du pétrole. Absurde.
Mais les deux, je pense, les deux hypothèses les plus croustillantes que je partage avec vous, la première, on la doit à ce monsieur, un Français qui s'appelle Jean-Baptiste Say, et qui, dès 1828, dans son cours complet d'économie politique pratique, avait écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Aujourd'hui, je vous assure que les modèles qui sont utilisés par les institutions sont des modèles qui ne prennent pas en compte le caractère épuisable des ressources naturelles. Par construction, par définition, par hypothèse, nous sommes en monde infini. Ah bah c'est fastoche alors. Ah ouais, dans ce cas-là, nos limites. Hein. La deuxième personne à qui on doit beaucoup, c'est M. Robert Solow, qui a eu le fameux prix Nobel d'économie. Et qui avait dit, d'ailleurs, je dis ça pour rigoler, hein, mais c'est vrai, hein, dans son cours à l'American Economic Association en 1974, il a dit « Le monde peut, dans les faits, se passer des ressources naturelles ». Donc ce monsieur est une des personnes qui a travaillé le plus sur la théorisation d'une des hypothèses de la théorie néoclassique, qui est la substituabilité des facteurs de production. Et je ne vais pas vous faire un cours, je vous dis simplement que c'est extrêmement important dans les modèles qui sont utilisés, parce que c'est grâce à cette hypothèse de substituabilité des capitaux, des facteurs de production, qu'on établit un lien entre la croissance et l'emploi. S'il n'y avait pas cette hypothèse, il n'y aurait pas le lien entre croissance et emploi. Donc très important, bien sûr. Il faut croître, hein, parce que l'emploi, c'est important. Et cette substituabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différents types de capitaux sont interchangeables. Donc le capital productif, les machines, les usines, le capital humain, les travailleurs, et puis éventuellement du capital immatériel avec les compétences, tout ça, bon, c'est interchangeable. S'il n'y a plus de machines, on les remplace par des hommes, et vice-versa. Mais si maintenant on applique donc ces modèles, et donc indirectement on applique l'hypothèse de substituabilité au monde réel dans lequel il y a des ressources qui sont finies, ça donne quoi? Ça donne, s'il n'y a plus d'eau potable, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Voilà ce que ça donne. Ce qui est absurde. Ça donne, s'il n'y a plus d'abeilles, c'est pas grave, on mettra des drones. Ce sera durable. Ah oui, durable. Et donc, c'est quoi, j'y reviens, la durabilité pour ces économistes-là? La définition de la durabilité, c'est que la quantité de capital ne diminue pas au cours du temps. Capital. Et les économistes réduisent tout à du capital. Le capital est stable ou éventuellement croît au fil du temps. On lègue aux générations futures au moins autant de capital que ce que nous on a. Sauf que les différentes formes de capital sont interchangeables. Donc imaginons, prenons un cas fictif extrême, c'est volontaire, je pense que ça n'arrivera pas tout de même, imaginons que l'on coupe tous les arbres de la planète. Si on les laisse pourrir là, c'est une perte de capital, mais si on utilise le bois pour produire de la biomasse, pour produire de l'énergie qu'on va ensuite donner en entrée d'une industrie, pour produire des outils, du mobilier, de l'immobilier, alors il n'y a pas perte de capital, il y a transformation d'une forme vers une autre forme de capital, et la quantité globale de capital reste stable. C'est durable. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand vous voyez développement durable, quand vous voyez croissance durable, quand vous entendez croissance verte, parce que c'est pareil, vous entendez je ne sais quoi, responsable, ça veut dire ça. Ça veut dire non durable. Et ça ne veut pas dire que tout ce qui sort du développement durable est à vomir. Il y a des choses intéressantes, évidemment, il y a plein de choses dans le développement durable. Il y a des gens très bien qui bossent là-dedans, c'est pas la question. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, je ne suis pas en train de dire que le cadre conceptuel général il est mauvais, il est hors sol, et il ne fonctionnera pas. La deuxième partie, très importante, du développement durable, c'est ça, c'est la technologie. On va miser sur la technologie. On va faire de la croissance économique pour investir dans l'innovation technologique qui va permettre de résoudre les problèmes. Non, ça résout des problèmes, ça ne résout pas le problème. Et ça ne résolvera jamais. Ça ne résoudra jamais. Parce que nous avons un problème systémique. Et face à un problème systémique, une addition de réponses spécifiques, techniques, ne fonctionne pas. Face au cancer, ce n'est pas les solutions techniques, paracétamol plus pommade plus tisane qui vont fonctionner. Ce n'est pas vrai. C'est un changement de système. Quand on comprend le cancer, on comprend la thérapie de choc et la vie change. Le système change. On arrête d'aller bosser, on se concentre sur la thérapie. La vie change. Et là, nous, on croit évidemment que la technologie, ça va permettre de tout faire. Alors que la technologie, elle n'est pas forcément inutile, mais
elle ne sera utile dans le bon sens du terme que si elle est mise au service, si elle facilite, si elle permet d'aller plus loin, plus vite, plus fort, si elle est mise au service d'un nouveau projet de société. Voilà. Sinon, on ne fait que maintenir le système, en fait. On intervient quand il y a des problèmes pour les résoudre, pour que le système continue. Et comme disait Maslow, celui de la pyramide, là, il y a aussi le marteau de Maslow, qui me disait quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. J'aime bien ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. On ne fait que ce qu'on sait déjà faire. Quand il y en a un problème compliqué, on a des outils. Parmi ces outils, il y a la technologie. Notre capacité à l'innovation technologique. On a beaucoup investi dessus, on s'est beaucoup formé, on est très fort, on aime beaucoup ça, ça nous fait fantasmer. Et donc quand on est confronté au problème, on essaie d'appliquer ces outils qu'on a. Et si jamais ça ne correspond pas bien, si jamais l'outil ne répond pas pleinement au problème, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va changer l'outil et développer un autre outil d'une autre nature? On a trop investi dans le premier, puis on ne saura pas forcément faire. Alors que ça, on sait faire. Donc, on transforme la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à l'outil. Et moi qui ai bossé, par exemple, avec des militaires, il y a quelques années, je peux vous dire que dans les militaires, chez les militaires, il y a des exercices réguliers pour mettre au défi, pour tester, pour challenger les troupes et les systèmes. Et donc, il faut que c'est... Évidemment, quand il y a des exercices, il y a des scénarios. Quelqu'un qui a écrit un scénario. Bon, est-ce qu'on va écrire un scénario de quelque chose qu'on ne sait pas gérer? Bien sûr que non. Si c'est pour que ce soit un échec total et mettre le moral des troupes dans les chaussettes, non, ça ne va pas. Donc il faut que ce soit un challenge, mais il faut que ce soit réaliste. Réaliste au vu de ce qu'on sait déjà faire. Donc on ne fait que tester que ce qu'on sait déjà faire. Toujours, en boucle, en rond. Alors qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas gérer, mais jamais on ira les tester. Voilà. Et donc... c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on se croit très fort, en fait, on est très fragile. Je termine cette première partie en expliquant que... Ouais, je vais terminer vite fait, quand même. En expliquant, je viens de voir que ça faisait 1h10 que je parlais. Je pensais que ça faisait que 1 heure, je me suis pris 10 minutes dans les dents. Bon, donc, je termine en disant que voilà, tout est misé sur le découplage, et juste, je fais un petit focus sur une dimension du découplage. Parce que pour que la croissance verte soit possible, il faudrait qu'il y ait plus d'économie, et qu'il y ait moins d'empreinte écologique. Dans tous les sens du terme. Il faudrait qu'il y ait moins de destruction écologique. Il y en a moins? Non, il y en a toujours plus. Il faudrait qu'il y ait moins d'utilisation de ressources. Il y en a moins? Non, il y en a toujours plus. On utilise plus de ressources aujourd'hui qu'il y a 20 ans pour produire le même point de PIB. Il faudrait qu'il y ait moins de déchets. S'il y a moins de déchets, non, ça explose. Mais les gens, souvent, ils regardent que les gaz à effet de serre. Et encore des fois que le CO2. C'est leur obsession, parce que ça manque de systémique, tout ça. Voilà. Et il y a quelques exceptions qui, moi, me posent problème, parce que ça rend ma tâche encore plus difficile. Il y a des exceptions de pays qui ont véritablement réussi à découpler, c'est-à-dire à avoir un taux de croissance économique positif, tout en ayant des émissions de gaz à effet de serre qui diminuent. Il y en a qui ont réussi à le faire. Et donc, ça y est, wouhou, on sait faire. Triomphalisme. C'est bon, il n'y a plus qu'à généraliser ça à l'ensemble de la planète. Ah ouais, comme si c'était simple. Ça ne pourra pas se faire, et non pas juste parce qu'on va manquer de métaux, comme je vous l'ai dit, c'est une cause de plus. Mais simplement parce que si les pays qui ont réussi à découpler ont pu le faire, c'est parce que, à une exception près, ce sont des pays riches, largement désindustrialisés, et qui sont misés sur certaines activités à haut rendement économique, qui permettent d'avoir un PIB énorme, sans produire sur le pays tous les dispositifs dont on se sert pour produire ce PIB, puisque ce sont dans d'autres pays que les grosses industries lourdes, bien dégueulasses, bien émissives, sont assurées en grande partie. Et donc si nous pouvons découpler, c'est précisément parce qu'il y a beaucoup de pays qui jamais ne pourront découpler. Et donc on se gargarise encore de triomphalisme parce qu'on a une solution locale à un problème global, mais si on n'est pas capable de la globaliser, cette solution locale, ça ne sert strictement à rien. Et ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, on a les COP, et voilà comment ont évolué les émissions, la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre depuis 1960, et ça, c'est le début des COP. On a des outils, et ces outils, ils ont une capacité de limitation du problème. Si on n'avait pas eu les COP, on serait peut-être là, hein. Donc c'est déjà bien, c'est déjà ça de gagner, hein. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a un véritable potentiel de limitation du problème, mais pas de résolution du problème. Les COP ne pourront pas permettre ça, ne serait-ce que parce que, à l'article 3, alinéa 5 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques,
qui est le texte qui encadre les COP, il est écrit qu'il faut une croissance économique et un développement durable, et qu'il ne faut pas gêner le commerce international. En gros, comment on résout un problème sans déranger le système qui l'engendre? Il y a plein de choses qui vont sortir, qui sortent déjà, qui sont utiles de ces COP, mais ça ne marchera pas. Ça permet, c'est déjà pas mal, je dirais, de limiter le problème, c'est tout.